Écoutez, on vous remercie d'être présent. On va donc vous lire un texte qui est un texte qui a été rédigé collectivement. Il est donc la parole et la voix de ce collectif. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes le collectif des 34 de la Pitié. Mais nous ne parlons pas au nom des 34, mais au nom d'une majorité. Nous parlons aujourd'hui au nom du collectif. Nous sommes différents. Ce qui fonde ce collectif, c'est ce que nous avons vécu ensemble. Nous souhaitons établir une règle claire. Dès lors qu'une personne ne précise pas qu'elle parle au nom du collectif, elle parle en son nom propre. Donc la parole qui est portée là est collective. Nous tenons tout d'abord à remercier les travailleurs et les travailleuses de l'hôpital de la Salpêtrière qui ont fait émerger la vérité. Le collectif aussi des avocats qui nous ont défendus, les médias, les associations, les partis politiques et les syndicats qui n'ont pas relayé les fausses informations et qui ont enquêté à la place des policiers, ainsi que les street medics qui prennent soin des manifestants. Nous remercions aussi la CGT de nous prêter cette salle. Cependant, nous tenons à préciser que nous ne sommes pas affiliés à aucun parti politique et aucun syndicat. Maintenant, nous souhaitons vous faire part des faits précédant notre interpellation. Il est important de rappeler qu'avant même notre arrivée aux abords de l'hôpital de la Pitié, nous étions en train de manifester sur le parcours autorisé d'une manifestation déclarée et autorisée dans le cadre d'une journée familiale dédiée aux travailleuses et aux travailleurs. Nous étions sous un dôme d'une épaisse fumée de gaz lacrymogène et nous avons entendu un grand nombre de détonations en continu. Lorsqu'un cordon de CRS est venu couper le cortège et stopper l'avancée de la partie du cortège dans laquelle nous étions, le cortège s'est retrouvé encerclé par devant et par derrière, par des CRS. Nous avons subi une pluie de lacrymogènes et de LBD. Dans un incroyable mouvement de foule, tout le monde était visé, y compris un grand nombre d'enfants et de personnes fragiles qui subissaient une charge démesurée au regard de leur pacifisme. Seules deux options s'offraient à nous: subir des coups de matraque et un canon à eau, ou alors se réfugier dans un espace aéré derrière une grille ouverte. Pour fuir ces ultra-violences policières et le nuage de gaz étouffant et aveuglant, nous nous sommes réfugiés derrière une grille ouverte pour respirer, car nous étions terrifiés. Nous sommes tous arrivés sur le parking de l'hôpital pour les mêmes raisons, sans réaliser pour certains que nous pénétrions dans l'enceinte d'un bâtiment public. D'autres avaient été amenés ici par les CRS, présents sur le boulevard de l'hôpital eux-mêmes. Le seul objectif était de fuir les gaz lacrymogènes et les charges policières d'une violence démesurée sur le boulevard de l'hôpital. La grille étant ouverte, de nombreuses personnes se sont réfugiées dans l'allée sous l'effet de la panique. Certains d'entre nous se sont fait soigner par les street medics, tandis que les infirmiers, infirmières et médecins de l'hôpital nous distribuaient du sérum physiologique pour apaiser les effets des gaz lacrymogènes. Alors que nous nous remettions à peine de nos émotions, les CRS nous ont brusquement et sans aucune raison chargés du côté de la grille, tandis qu'à l'autre bout de l'allée, les voltigeurs sont arrivés. Les deux groupes ont sorti leurs matraques en nous menaçant. Tout s'est passé très rapidement. Nous avions peur. Nous nous faisions charger des deux côtés, sans sommation. La seule issue possible semblait être l'escalier de l'hôpital. Sous la charge des CRS et des voltigeurs, nous avons couru et sommes montés sur l'escalier. Nous demandions droit d'asile au personnel hospitalier de nous laisser rentrer, tant nous avions peur de nous faire frapper par les forces de l'ordre. Est-il normal en France d'avoir autant peur de la police? À aucun moment nous ne savions qu'il s'agissait du service de réanimation. Ce n'était indiqué nulle part. Nous ne sommes jamais entrés dans le bâtiment.
Ce n'était ni une attaque, ni une intrusion violente. Nous n'avons pas attaqué l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Nous ne nous sommes pas introduits dans le bâtiment de l'hôpital. Nous n'avons à aucun moment fait preuve de violence. Le but n'était pas d'attaquer un bâtiment public, mais bien de se réfugier sous la panique et la menace des matraques et des LBD. Nous avons de nouveau été témoins de l'ultra-violence policière. Nous pouvions observer, impuissants, ceux qui n'avaient pas réussi à monter sur l'escalier, subir les gaz et une pluie de coups d'une extrême violence à quelques mètres de nous. Les CRS nous ont demandé de descendre, ce que nous avons fait sans discuter, sans résistance et pacifiquement. Ils nous ont rassemblés sur l'herbe, certains allongés, face contre terre. Nous nous sommes fait fouiller, un par un, certaines femmes ayant été fouillées par des hommes. Malgré nos plaintes et remarques quant à la légalité de ces actes, certains étaient menottés, d'autres non, sans aucune raison puisqu'il n'y avait aucune violence de notre part. Nos pièces d'identité ont été ramassées sans que nous sachions ce qui nous était reproché. Nous nous sommes levés et avons attendu dans l'attente de savoir ce qui allait nous arriver. Nous ne comprenions pas la situation. À un moment, un représentant des forces de l'ordre a donné l'ordre à ses collègues de nous encager afin de nous escorter au bus d'interpellation. Nous sommes montés dans le bus, encore une fois sans savoir ce qui nous était reproché. Arrivés au dépôt du quai des Orfèvres, nous sommes descendus par un par un du bus, et nos feuilles d'interpellation nous ont été distribuées. Les motifs différaient selon les feuilles. Intrusion, couplée pour certains à rassemblement en vue de violence, ou dégradation. Tout le monde était choqué. Nous ne comprenions pas d'où sortaient ces accusations. Certains d'entre nous ont subi des violences dès l'arrivée au dépôt. Fouilles abusives en public et hors du dépôt, port de menottes injustifiées et injustifiables, dégradation des biens personnels. D'autres ont subi des violences psychologiques en leur faisant croire qu'ils sortiraient une fois qu'ils auraient parlé à l'officier de police judiciaire, que cela ne prendrait que quelques heures. Nous sommes restés entre 28 et 30 heures en garde à vue. Nous avons tous vécu des expériences différentes, entre difficiles et très difficiles, mais ce qu'il en ressort est une pression morale violente et inadmissible, notamment envers les femmes. 3 femmes ont été isolées dans une cellule de dégrisement d'environ 8 mètres carrés avec caméra pendant 30 heures. D'autres étaient en cellule partagée mais ne disposaient que de 2 matelas, 4, ou n'ont pas pu manger de repas avant le lendemain 13 heures. Certains ont eu leurs lunettes de vue retenues lors de leur fouille et ont donc signé des papiers sans savoir à quoi ils s'engageaient. Ils ont dormi dans des cellules surchauffées ou glaciales, à même le sol. Ils sont restés 30 heures avec ou sans lumière. Ils n'ont pas eu accès à leurs médicaments pendant la durée entière de la garde à vue, ont demandé à un médecin qu'ils n'ont jamais vu. Pour ce qui concerne la violence psychologique exercée par les forces de l'ordre, elle a été ressentie par tous les membres du collectif. Il s'agissait de nous faire croire tout et n'importe quoi quant à l'issue de notre garde à vue. Entre une sortie au bout de 2 heures et une défération au dépôt pour passer au tribunal de grande instance, qui peut se suivre d'une comparution immédiate, nous ne savions plus quoi et qui croire. En pleine nuit, les forces de l'ordre venaient nous réveiller en frappant nos portes de cellules avec des matraques et en passant les clés sur les grilles pour faire le plus de bruit possible et nous empêcher de dormir. Dans la nuit, de nouveaux chefs d'accusation sont apparus sur les feuilles d'interpellation de certains d'entre nous, à savoir bande armée et utilisation d'objets explosifs. Tout cela n'avait aucun sens. Nous n'avons pas tous pu voir nos avocats avant de réaliser nos dépositions. Certains avocats ont demandé à voir leurs clients du mercredi soir au jeudi matin, mais les forces de l'ordre refusaient en expliquant qu'ils ne savaient pas où nous nous trouvions. Certains d'entre nous ont été appelés en pleine nuit pour leur déposition, au moment où nous étions faibles psychologiquement et moralement. Les officiers de police judiciaire nous ont dit que nos avocats avaient quitté le dépôt du quai des Orfèvres le mercredi soir sans chercher à nous voir, alors que les avocats nous ont confirmé qu'ils n'avaient pas été autorisés à nous voir. Nous étions sous une pression psychologique intense, sans retard. Pour certains, les questions étaient posées de façon à nous inculper, tandis que d'autres se faisaient amadouer pour témoigner. Certains se sont fait insulter et humilier lors de ces dépositions, étant menacés d'être renouvelés de garde à vue pour 24 heures et de finir au dépôt le vendredi soir. Le dépôt était présenté comme un endroit n'abritant que des criminels, susceptibles de nous violer pour certaines. Tout était mis en place pour nous forcer à témoigner malgré notre droit de garder le silence et notre innocence. Lors de notre arrivée au palais de justice, nous avons été informés de notre droit d'appeler un proche durant notre garde à vue. Bien qu'ils ont demandé à être présents pendant cet appel, certains n'ont pas été prévenus et n'ont pas pu parler à leurs proches, malgré leur demande. D'autres n'ont simplement pas eu leurs proches contactés suite à leur garde à vue. C'est inadmissible vu la soudaineté et l'incompréhension des motifs de nos interpellations pour nos proches.
d'autant plus que la couverture médiatique à ce moment-là était intense et a provoqué un traumatisme également pour nos proches. À partir du moment où certains de nos avocats nous ont informés de la portée médiatique de cette affaire, notre état psychologique s'est dégradé. Nous avons compris que nous allions être prolongés et victimes d'un engrenage politique qui nous dépassait et dont nous n'étions pas responsables. Les forces de l'ordre ont joué de cet avantage pour nous soumettre à leur volonté, c'est-à-dire refaire passer en audience, piller nos téléphones et prolonger notre garde à vue pour les besoins de l'enquête. À partir d'environ 16 h, les forces de l'ordre sont venues nous notifier que notre garde à vue était prolongée. Nous pensions passer une nuit de plus dans ce lieu qui nous privait de toute liberté et de façon arbitraire. La plupart des femmes du collectif ont été mises au courant qu'elles seraient libérées rapidement puisque les vidéos de surveillance de l'hôpital montraient qu'aucune femme n'avait commis de dégradation. Néanmoins, tout le monde est sorti dans les 2 heures qui ont suivi. À partir de 20 h jeudi soir, les premiers d'entre nous ont été libérés. Nous étions sous le choc. Au vu du nombre de mensonges et de non-dits dont nous avions été victimes au cours de ces 30 heures, il était difficile de croire que nous allions être libérés. Et même lorsque nous récupérions nos affaires, les forces de l'ordre nous pressaient. La violence psychologique n'était pas terminée. Nous sommes sortis, enfin, après 30 heures d'incompréhension, d'injustice et de peur. Certains n'ont pas encore récupéré toutes leurs affaires. La manifestation déclarée et autorisée s'est transformée en cauchemar traumatisant pour tous les interpellés. Est-ce digne d'une démocratie du pays des droits de l'homme et de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen? Nous tenons à remercier du fond du cœur nos familles et nos amis, à la fois ceux qui nous attendaient devant le dépôt du quai des Orfèvres et ceux qui n'ont pas pu être présents de nous avoir aidés, cru en notre innocence et soutenus dans ce calvaire. Ces événements sont incompréhensibles et inadmissibles. Par ce communiqué, nous souhaitons dénoncer les abus de pouvoir dont nous avons été les victimes, ainsi que les violences policières qui sévissent en France. Nous apportons notre soutien inconditionnel à l'ensemble de nos camarades interpellés ce 1er mai, à tous les manifestants, à l'ensemble du peuple français, en particulier dans les banlieues qui subit les frais de cette politique répressive depuis des années. Nous pensons très fort aux enfants de Mantes-la-Jolie. Nous n'oublions pas nos 2 camarades dont nous n'avons aucune nouvelle, ainsi que l'ensemble des personnes déférées à ce jour au TGI et à la femme enceinte avec qui certaines d'entre nous ont partagé leur cellule. Nous sommes également conscients que partout en France, la répression policière est intense et nous apportons notre soutien à toutes les victimes de l'ultra-violence policière. Nous sommes encore sous enquête préliminaire. Nous ne sommes pas libres d'un point de vue juridique. Nous prendrons le temps d'établir notre stratégie avec nos avocats. Nous ne savons pas encore ce que nous allons faire. Merci de nous avoir écoutés. On n'a pas prévu de répondre à des questions. Cependant, au nom du collectif, c'est terminé. Si certains d'entre nous souhaitent vous répondre, ils sont libres. Madame, oui. Oui. Pardon. Alors tout à l'heure, on a évoqué les travailleurs qui, en prenant la parole, nous ont sauvés de cette manipulation de Castaner et de sa bande. Nous avons ici la représentante du syndicat CGT, donc des travailleurs de l'hôpital. Si vous voulez prendre la parole. Oui. Je laisse ma place. Ouais. Donc, Si vous pouvez vous mettre par là, ce serait formidable. On vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. quand on a appris donc, ce qui s'était passé, on s'est immédiatement rendu dans le bâtiment donc, de la réanimation. Et j'ai pu voir ce qui s'était passé. Les collègues étaient choqués de l'ampleur que ça prenait, mais pas du tout de l'arrivée de vous tous. Hein, c'est ce qui a été retenu. Hein, c'était surtout la folie que ça a pris avec l'arrivée d'une compagnie de CRS, de 2 directeurs, de Castaner qui a fait arriver à toute vitesse en voiture noire avec des motards. C'est ça qui a vraiment choqué le personnel, ça a pris des proportions énormes. On a pu intervenir rapidement grâce à RTL, TF1, les BFM, tout le monde qui est venu un peu aux nouvelles et qui a pu dire, j'ai pu m'exprimer et dire rapidement que, évidemment, les personnes qui étaient là pour se sauver et échapper au CRS et à toute la violence qu'il y avait. Étant moi-même dans la manifestation, j'avais pu constater et évidemment, je savais que c'était pour ça que tout le monde s'était échappé.
quand on m'a interrogé sur la soi-disant sanctuarisation de l'hôpital, qu'il ne fallait pas rentrer dedans de façon violente, alors ça nous a fait bien rigoler parce que nous, à ce moment-là, aux urgences, il y avait le CRS qui était blessé et à côté, tous les blessés de la manifestation. Hein, c'est-à-dire qu'il y avait plein d'éclopés qui arrivaient et les collègues étaient débordés donc, aux urgences du fait des soins des manifestants. On leur a dit que l'hôpital n'est pas un sanctuaire, l'hôpital est là pour accueillir déjà les blessés et accueillir tous ceux qui sont en difficulté. Donc échapper à une manifestation violente et rentrer dans un hôpital pour se protéger, c'était la moindre des choses. Alors, le seul problème, c'est que la passerelle arrivée dans une réanimation, ça aurait été arrivé dans n'importe quel endroit, il n'y aurait eu aucun problème. Hein, voilà, c'était le hasard qui a fait que cette petite accès en escalier arrivait là. Voilà, tout le monde à l'hôpital, personne à l'hôpital ne passe par cette entrée. Ce n'est pas du tout une entrée de l'hôpital. La grille qui a été où les gens sont passés, voilà. Donc les médias, enfin la direction, le gouvernement ont monté ça en épingle, évidemment, pour dire que tous les manifestants, dont moi aussi, je dis, nous sommes tous des personnes violentes et terroristes, et c'est ça qu'on voulait vraiment affirmer. Voilà. Merci beaucoup. Merci. La conférence est terminée, il n'y aura pas de questions, comme il vous l'ont. Merci à tous. Merci à tous Merci de d'être venir, là. bien évidemment.